Ah bah, je vous l'avais dit, hein, je serais capable de faire un vrai DVD sur mon lit. Ah, c'était pas une blague. Hein. Non mais sérieusement, on dirait l'introduction d'un film X. Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau vrac DVD, voilà, auquel eh bien, je vais vous présenter 10 DVD, que ce soit des coffrets ou des DVD simples, voire Blu-ray. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous afficherai la playlist, voilà, il n'y a pas de fil rouge, tu peux voir tranquillement mon cookinou, voilà. De toute manière, ma pile de DVD est juste là, donc on va prendre le temps de bien parler, de bons films surtout, et en fait de me la péter avec ma collection tout simplement. Et oui, c'est un peu le but quand même. Mais je tenais aussi à vous remercier, hein, nous avons atteint enfin les plus de 100 abonnés sur la chaîne. Oui, ça a mis un peu de temps, je vous l'avoue. Je sais, c'est juste un petit exploit, peut-être pas si important que ça, mais pour moi ça me fait extrêmement plaisir, c'est vraiment un petit cap à franchir. Même si sur mon ancienne chaîne j'avais beaucoup plus que ça et j'avais plus facilement réussi à avoir plus que 200 abonnés à chaque fois. Mais bon, ça c'était autre chose dans mon ancienne chaîne. Voilà, tout ça pour dire que merci encore. De toute manière, je fais de mon possible pour être présent et régulier à chaque fois sur ma chaîne. Donc, je tenais juste à vous remercier une fois de plus. Voilà. Bon, je crois qu'on va pas trop tarder à commencer, hein. Ouais, on a quand même des sacrés films à montrer. Allez, c'est parti. Et on commence fort avec un film de Stanley Kubrick, hein, Barry Lyndon, qui, bon, si on me pose la question quel est mon Kubrick préféré, je vous répondrai, en fait Barry Lyndon, tout simplement, parce que c'est vraiment un très grand film, et ce peu importe ce qu'on peut dire, hein, en tout cas sur le travail de Kubrick ou pas. Bref, Barry Lyndon qui est adapté bien sûr d'un roman, il me semble, en même temps pratiquement tous les grands films de Kubrick sont adaptés d'un livre, et encore, voilà. Donc Barry Lyndon qui est vraiment une histoire très complexe et aussi très dramatique, un peu sur la construction d'une pièce Shakespeare en fait tout simplement. Voilà, on y suit le jeune Barry qui venait un peu de la pauvreté de base mais qui va petit à petit s'élever dans les rangs, que ce soit dans l'armée et ensuite plus tard dans la noblesse, mais auquel sa chute sera imminente. Voilà, donc tout simplement il y a un aspect critique de la bourgeoisie de l'époque, si on peut le dire, du XVIIIe siècle, et c'est quand même bien, voilà, dans le sens où en fait chaque plan de ce film est vraiment une œuvre d'art, c'est même pas une blague. En fait Kubrick avait pensé à faire ce film, que chaque plan soit comme un tableau. Effectivement les paysages qu'il faisait, enfin les plans sur les paysages pardon, c'est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire, c'est vraiment de beauté. Bien entendu le film est connu aussi pour ces scènes d'ambiance de nuit auxquelles Kubrick et son équipe ont réussi des bougies pour faire de la vraie lumière naturelle. Et du coup il avait utilisé, il me semble-t-il, des caméras prototypes de la NASA pour réussir à avoir un tel résultat. Ce qui est bluffant, on va pas se mentir, hein, vraiment il y a des scènes vraiment bluffantes encore aujourd'hui. Bref, donc c'est vraiment un très grand film pour ma part, qui est vraiment super sympa, qui est un peu long certes, mais faut aimer l'histoire. Et les personnages qui sont vraiment très, très forts, les acteurs aussi pareil. Et puis aussi c'est bien parce que c'est un film qui traite un peu sur la guerre de 7 ans, donc une guerre qui opposait le Royaume-Uni contre la France, qui n'est pas forcément une guerre toujours abordée dans le cinéma, et, même si c'est comme toile de fond, c'est sympa, et voilà, ça fait le taf tout simplement, ça fait un très bon film. Donc voilà, c'est mon Kubrick préféré et je vous le recommande amplement. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé de Kurosawa, évidemment, Le Château de l'Araignée d'Akira Kurosawa, donc un très grand film du maître Akira, qui est vraiment sublime. Le Château d'Araignée qui est plutôt une adaptation en fait de base d'une pièce de théâtre Shakespeare, donc à savoir il me semble Macbeth, donc c'est quand même pas rien. Donc en gros en fait si vous connaissez un peu l'histoire de Macbeth, en fait ça se transpose dans le Japon féodal, donc en clair on suit le personnage de Toshiro Mifune qui en fait a eu une prédiction d'un esprit qui lui dira qu'il va devenir puissant mais que le fils de son ami risque de le tuer, voilà. Et du coup, pour prendre des précautions, il va tuer son ami et il va prendre le pouvoir de son clan. Mais les fantômes de ces derniers ne se laisseront pas faire, emportant dans une folle de rage et même de la folie, littéralement du personnage, jusqu'à sa perte imminente. Voilà, comme un peu pour Barry Lyndon, on est sur du Shakespeare classique. Voilà, et justement, ça se ressent vraiment que Kurosawa a pas mal d'inspiration de l'Occident. Il faut dire que le cinéma d'Occident, c'est quand même pas rien. Beaucoup plus puissant qu'on pense, mais quand même c'est vraiment un film qui est pas souvent cité du réel et pourtant
Enfin, en tout cas, un film samouraï pas sous l'ancienneté, je veux dire. Mais c'est vraiment un super film, avec des beaux plans, tout ce qu'il faut. Vraiment de l'écriture, dramaturgie aux personnages, jusqu'à l'interprétation de Toshiro Mifune, qui joue dans pratiquement tous ses films, qui est sublime, hein, très clairement. Ça lui change de rôle parce qu'il était un petit peu le héros, un peu anti-héros. Là, il joue effectivement une sorte de... Bon, je dirais pas de méchant, mais je dirais un peu de gars un peu bêtise, quoi, de frustré. Donc voilà, et donc c'est vraiment un film qui est vraiment d'une beauté, d'une puissance qui est vraiment superbe. Et donc, encore une fois, ça peut vous permettre d'une passerelle pour le cinéma asiatique, en général, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, pour vous dire que le Château de l'Araignée, c'est à voir, c'est à conseiller, et il est très sympa. Mon nom est personne de Tonino Valeri. Voilà, un petit classique du western italien, enfin spaghetti si on veut le dire, même si on est un peu sur du soft, comparé à Leone et Corbucci, avec quand même Terence Hill, bon, qui est italien de base, mais il a un nom américain pour s'internationaliser, si on peut le dire, et Henry Fonda, hein, que je ne présente plus. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ce film est scénarisé par Sergio Leone, et ça se ressent sur son écriture et ses personnages, et qu'aussi le type en a profité pour tourner quelques scènes, notamment dans les scènes de bar, de baston, tout simplement, et qu'apparemment Leone et Valérie avaient des petits embrouilles entre eux, voilà, ils s'entendaient pas trop, et du coup ouais, ça a créé des embrouilles, tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que Mon nom est personne, c'est vraiment un petit film western vraiment super sympa, avec une bonne morale en plus, mine de rien à la fin, et auquel bien sûr les scènes sont magistrales, comme les personnages qui sont superbes, qui sont pas forcément toujours manichéens, mais qui sont vraiment bien écrits dans l'état d'esprit. Évidemment, quand il y a un Leone quelque part, c'est qu'il y a un Morricone pas loin. Évidemment, la musique d'Ennio Morricone, qui est très culte là-dedans. D'ailleurs, pour info, la musique que j'utilise pour les unbox, et ben, sachez que ça vient de ce film. En tout cas, la musique du début que j'utilise. Donc voilà, donc c'est vraiment des petites mélodies chaleureuses, mélancoliques, que j'aime bien, et ça transmet bien sur l'esprit des personnages que veut nous montrer Leone dans ce film. Donc il y a quand même quelque chose de vraiment super sympa. Malgré tout, je connaissais pas trop Tonino Valeri, mais il se débrouille quand même vachement bien dans ce film, malgré, comme je l'ai dit, les embrouilles des deux réals. Mais voilà, tout ça pour dire que ça reste un film vraiment super sympa, avec deux acteurs qui sont vraiment au top, vraiment. Et voilà, ça vous fait un petit plaisir d'un western, et tout simplement. Et en tout cas, je pense que c'est un des derniers western spaghetti de ce genre qu'il faut vraiment le voir. Parce qu'il est vraiment super sympa. Et je le dis jamais assez. Voilà. Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, voilà un autre classique du cinéma français. À une époque où on savait très bien faire des films polars comme policiers, avec un Alain Delon qui est bien entendu culte dans ce film. Voilà, il joue quand même un tueur à gages qui va quand même devoir du coup fuir de la police et aussi liquider ses patrons. Bref, un film vraiment très efficace pour son époque et encore aujourd'hui, avec quand même des beaux plans et Alain Delon qui est quand même très bien dans le rôle. Donc voilà, donc c'est vraiment un film très spécial et très atypique pour le cinéma français, sachant que je sais qu'on a toujours des idées reçues là-dessus, mais voilà, le cinéma français peut se diversifier et peut aussi être influencé par d'autres cinémas, que ce soit le cinéma américain ou le giallo italien, voilà, pour le côté enquête, polar et un peu froid aussi. Mais voilà, en France on sait quand même faire des bons trucs, même si aujourd'hui c'est vrai que des films polars récents, j'en ai pas vraiment trop en tête, mais voilà. Tout ça peut dire que c'est vrai qu'à une époque on en faisait pas mal, et le samouraï en fait partie de cette catégorie, en fait partie de cette génération de réals et d'acteurs qui sont vraiment au top de leur forme, de leur carrière. Bref, tout ça pour dire que le Samouraï c'est vraiment un super film, je vous le conseille vraiment, surtout qu'il a pas mal inspiré par la suite, notamment Ghost Dog de Jim Jarmusch, voilà, qui est un petit peu son mec limite, ou encore Drive de Nicolas Winding Refn, que je n'ai pas vu, mais plus les gens m'en parlent, plus j'ai pas trop envie de le voir, voilà. Bon, je vais pas trop me prononcer là-dessus parce que j'ai pas vu le film, mais voilà, tout ça pour dire qu'il a son importance dans le cinéma, et que ça fait quand même plaisir de voir qu'en France on peut faire des bons trucs très intéressants, surtout aussi le côté un peu la voix du samouraï en fait, parce qu'il y a un code samouraï qui est un peu respecté dans le film, auquel notre personnage d'Alain Delon le respecte plus ou moins dans sa profondeur, dans son point de vue, et du coup ça donne quelque chose d'intéressant.
Voilà, et du coup en plus c'est une ressortie version restaurée, voilà, en DVD qui est vraiment pas mal. Après j'imagine qu'en Blu-ray 4K ça doit être autre chose. Mais voilà, il est vraiment pas mal, je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Comme quoi en France on peut faire des bons trucs. Et c'est vraiment un classique, vraiment à le voir ou à revoir. Voilà. Ah, on va pouvoir enfin reparler du cinéma américain, en tout cas du bon cinéma américain, avec les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter. Voilà un film que j'adore vraiment du réalisateur. En même temps, je pense que je vous le dis jamais assez, Carpenter c'est un de mes réalisateurs préférés, donc très clairement, il y a quand même c'est classique, si je peux dire. Chose assez marrante, en fait, j'avais découvert ce film quand j'étais petit sur Gulli. C'est pas une blague. Gulli, pour moi, c'est une chaîne d'enfants cinéphile, parce que ils te diffusent plein de films de téléfilms spéciaux le soir ou l'après-midi. J'avais découvert comme ça par hasard Jack Burton dessus, et même si je comprenais pas tout, je trouvais ça super fun, complètement barré, mais j'adorais. Et bah voilà, quand j'ai appris que c'était Carpenter qui avait la réalisation, bah ça m'a fait un grand plaisir, parce que ce film est vraiment génial. Il est vraiment explosif comme exotique. Vraiment, c'est un petit film d'action contemporain, si on pourrait le dire. Voilà, il y a aussi cet aspect critique un peu du héros puritanisme américain qu'on avait un petit peu dans la période de Reagan, si on peut le dire. Et justement, en fait, c'est vraiment le côté héros un petit peu bené, un peu bête, qui est même pas le héros principal hein, en plus, qui va un petit peu être mêlé dans une aventure qui le dépasse. Donc voilà, avec un Kurt Russell qui est évidemment génial, hein. Ça je pourrais pas vous le dire de plus. Mais voilà, vraiment, c'est un cinéma qui en plus mélange à la fois l'action américaine, mais aussi le cinéma asiatique. Ça on le ressent dans les inspirations japonaises comme chinoises. On va même pas se mentir, hein, Carpenter il est surtout très fan de Tsuark, ça se voit des kilomètres. Et bah voilà, il a de très bons goûts lui aussi, voilà. Donc voilà, si vous avez jamais vu un film de Tsuark, franchement allez-y, hein. Franchement c'est de la bombe. Voilà, tout ça pour dire que Jack Burton c'est vraiment un petit régal. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de suite, parce qu'en vrai ça a été prévu pour avoir des suites, mais ça n'avait pas trop marché. Et c'est bien dommage, mais bon, ceci dit, je pense pas que Carpenter aurait fait les suites, et encore. Et bah là on a vraiment un blockbuster d'auteur, très clairement, parce qu'il a tout son cinéma, toute sa patte technique derrière. Et ça qui est vraiment bien. Et là c'est une superbe édition de l'atelier d'image, voilà, qui ont fait le coffret Evil que je les adore, donc c'est super à eux. Voilà, ils ont vraiment fait un super DVD super joli, 2 DVD en plus, donc ça c'est vraiment pas rien. Donc voilà, donc c'est vraiment un très beau remaster que j'ai et c'est super cool. Voilà, je vous conseille vraiment, il est génial ce film. En voilà, tiens, notre classique du cinéma américain, Le Pont de la rivière Kwai de David Lean. Voilà, un très grand classique de film de guerre, auquel le réal est surtout connu, je pense que peut-être que vous le connaissez, pour Lawrence d'Arabie, que j'en parlerai un jour, il n'y a pas de souci là-dessus, avec quand même un casting plutôt très alléchant, hein. Je veux dire, on a quand même William Holden et surtout Alec Guinness, voilà, que vous le connaissez sans doute pour son rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie Star Wars, j'allais dire une connerie en plus, voilà. Et bah voilà, c'est vraiment un très beau film, vraiment qui est un petit peu long, je vous l'accorde, mais qui prend le temps de développer ses personnages, son intrigue, son histoire. On est un petit peu dans le contexte de la guerre du Pacifique, voilà, avec justement un régiment britannique qui se fait capturer par les Japonais et qui les force à construire un pont au-dessus de la rivière Kwai pour que ces derniers puissent transporter du matériel pour le Japon, etc., etc. Et justement, ce qui est assez drôle, c'est que dans ce film, il va y avoir une relation avec les geôliers et leurs détenus, voilà. Et justement, on a, alors je dirais peut-être pas le syndrome de Stockholm, mais en fait finalement, il y aura un peu cet aspect de collaboration, enfin collabo si on peut le dire du coup, mais qui sera vraiment bien traité et au final, bien approfondi sur les deux camps en fait, que ce soit les Anglais, Américains, enfin anglophones, alliés quoi contre le Japon, donc c'est plutôt intéressant. Il y a aussi la partie où du coup il y a un des prisonniers qui arrive à s'échapper et qui va former un petit commando pour justement délivrer tous les autres détenus, mais auquel il va se confronter du coup à l'armée japonaise et un peu au côté cynique et fou du personnage d'Alec Guinness. Mais c'est ça qui en fait la saveur de ce film, c'est que vraiment il n'y a pas beaucoup vieilli je trouve, notamment les scènes de guerre comme explosifs n'ont pas beaucoup vieilli je trouve, encore une fois. Et vraiment c'est un film très très puissant là-dessus, donc c'est vraiment un beau film. D'ailleurs c'est adapté d'un roman qui est inspiré de faits réels de Pierre Boulle, oui, le même qui a écrit le livre La planète des singes, quand même.
et du coup en fait on ressent toute la nature humaine dans ce film, vraiment, et ça c'est vraiment bien. Voilà, c'était quand même un des premiers films de guerre, je crois, qu'on était plus dans le côté avec les japonais, donc c'est vraiment intéressant là-dessus. D'ailleurs, en parlant de ça, le film se dote, il me semble, récemment d'un Blu-ray 4K HD, donc voilà, vous pouvez en profiter. Moi j'ai le DVD simple avec ce bel artwork de l'affiche du film qui est vraiment magnifique, je trouve, qui a vraiment son petit côté spécial à lui, donc c'est vraiment cool. Voilà quoi, donc je vous conseille de voir ce film, surtout pour voir Alec Guinness autre que Obi-Wan, qui confirmait qu'il était déjà un grand acteur avant, et donc et ben c'est super comme film, je vous le conseille vivement. Magic de Richard Attenborough, voilà, nom de famille imprononçable évidemment. Voilà, donc un film américain très spécial qui n'était pas forcément très culte pour un moment, et c'est bien dommage parce que c'est un super film que j'ai découvert grâce à la vidéo d'Anthony Pazzona là-dessus, donc merci à lui pour m'avoir fait découvrir ce petit chef-d'œuvre méconnu, avec l'un des premiers rôles d'Anthony Hopkins, qui est magistral dedans, et oui, bien avant Le Silence des Agneaux, il peut déjà prouver qu'il avait déjà joué un personnage un peu fou, voilà, et ce qui est le cas, voilà, c'est vraiment la relation entre lui et sa marionnette, à savoir qui est le plus fou. Est-ce que la marionnette lui parle en vrai? Est-ce que c'est lui qui du coup devient taré, enfin fou? Ça, on ne le sait pas, ça nous plane donc tout le mystère là-dessus. Voilà, donc là on suit vraiment un comédien un peu raté qui, en fait, grâce à des numéros avec sa marionnette, va connaître le succès qu'il souhaitait avoir, mais il va se créer donc une psychose de plus en plus là-dessus. En fait, la marionnette même va devenir un personnage à part, et qui va nous laisser douter sur la folie ou non de ce film. Et c'est vraiment un beau film en plus parce qu'il y a vraiment des beaux plans très intéressants sur le côté reflet de la nuit, le reflet de la marionnette avec le personnage d'Anthony Hopkins, etc. Et donc c'est vraiment un film que je vous conseille, vraiment il est super top. En plus c'est une superbe édition DVD Blu-ray, et oui, hein, comme ça a été pour M le Maudit, du coup j'ai le DVD et le Blu-ray en plus, avec un petit livret, hein, donc ça c'est encore le top. Voilà. D'ailleurs dans la version Blu-ray je crois qu'il y a 10 minutes de supplément dans le film, donc il faudrait que je le voie un de ces quatre, dans ce format-là je veux dire. Voilà, tout ça pour dire que c'est un film vraiment que je vous conseille, évidemment. Pour ceux qui savent pas c'est qui, Richard Attenborough, c'est le gars qui a fait notamment le film sur Gandhi, voilà. Et c'est surtout, il était acteur aussi, parce qu'il a surtout joué le vieux, Richard Hammond, dans Jurassic Park, voilà. Donc c'est assez drôle. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait aussi joué dans un petit rôle dans Le Pont de la rivière Kwai, tiens. Donc c'est assez drôle, voilà, donc oui, on pourrait pas se douter que Richard Hammond puisse faire un film sur une psychose, voilà, donc c'est assez drôle, voilà. Donc en tout cas, je vous le conseille, il est vraiment super, très surprenant et très dense aussi, je trouve, surtout la fin, auquel ça vous marquera quand même, sans spoiler évidemment, tout ça, voilà. Puis voilà, hein, j'ai dépensé sans compter. Black Book de Paul Verhoeven, donc voilà, un film très sympathique, même plus que sympathique, vraiment génial. C'est aussi un film d'une production néerlandaise, qui a été d'ailleurs le film le plus coûteux des Pays-Bas. Il est quand même sorti en 2006, donc c'est quand même pas rien. Justement, en fait, Paul Verhoeven est revenu en Europe, dans son pays natal, pour refaire du cinéma, après ses derniers échecs du cinéma américain. Et justement, le bonhomme, lui, il va pas s'arrêter en bon chemin, et s'il veut faire un film, il veut faire un film, et s'il veut faire un truc assez génial, il va faire un truc génial jusqu'au bout. Et Black Book c'est le cas, j'avais découvert en plus par hasard sur Arte je crois il me semble, quand il avait diffusé, donc c'était vraiment cool. C'est un film évidemment sur la Seconde Guerre mondiale, on y suit du coup une juive rescapée qui va entrer dans un réseau de résistance et qui va devoir s'infiltrer même carrément dans la Gestapo néerlandaise, avec les officiers nazis, voilà. Et auquel elle va soumettre, soumettre des secrets confidentiels, et que, par moments, en fait, tout n'est pas aussi méchant ou gentil qu'on pourrait croire dans ce film. Je veux pas vous spoiler, mais dès que j'ai vu Black Book, je me suis dit que c'est largement mieux que Game of Thrones. Je pense que je veux, voilà. Et tout ça pour dire que c'est vraiment génial, c'est vraiment un film dantesque, je trouve. Ça se voit que Verhoeven n'a pas perdu de sa prise, très clairement. Et c'est super, en plus c'est vraiment un cinéma européen qu'on n'a pas souvent, donc c'est vraiment très cool de sa part. Très clairement c'est vraiment grandiose, je trouve. Les retournements de situation sont vraiment bien menés, ça m'a mis même sous le cul littéralement par moments. C'est là que tu vois que la guerre, c'est pas du tout manichéen qu'on pourrait croire, surtout que Verhoeven a connu la guerre, donc
il sait de quoi il parle. Voilà. Donc voilà, donc oui, ça dénonce le fascisme, comme ça dénonce aussi la supercherie de la guerre, etc. Bref, il y a des victimes de partout, et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que vraiment on prend son temps pour exploiter ses personnages, son histoire, son intrigue, bref, et c'est là que Verhoeven maîtrise encore le tout. Très clairement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Oliver Hirschbiegel, voilà, le réalisateur de La Chute, qu'on avait parlé dans une vidéo sur Hitler, qui joue un petit rôle dans ce film, donc c'est assez drôle aussi, voilà. Tout ça pour vous dire que je vous conseille vraiment, c'est vraiment un super film, surtout si vous avez jamais vu des films néerlandais ou européens de Paul Verhoeven, parce que je dis européen parce que maintenant il fait des films en France, et ouais, Benedetta, surtout, et je vous le conseille, voilà. Franchement, j'adore ce film, je vous le conseille vraiment. West Side Story de Robert Wise, donc voilà, encore un grand classique du cinéma américain. Et pourtant, c'est pas un film que j'avais amplement apprécié à l'époque. Enfin, à l'époque, j'avais vu la première fois en cours de français, bon, c'est pas un film qui m'avait beaucoup accroché. Pourtant, la comédie musicale, c'est pas forcément un genre que je déteste, hein, pas du tout. Bon, il y en a qui me gonflent, certes, mais il y en a que j'aime beaucoup. Je pourrais en citer, hein. Bon, est-ce que déjà, avec Disney, ça trichait un petit peu, voilà, j'avoue. Mais bon, je pourrais en citer, notamment Chantons sous la pluie, ou encore La petite boutique des horreurs, le remake, du coup, ou encore Moulin Rouge, Sweeney Todd, oui, j'aime ce film. Ou dernièrement, La La Land. J'y pense aussi Phantom of the Paradise également. Voilà, donc il y a des comédies musicales que j'aime beaucoup. Après, c'est sûr, les comédies musicales typiques Mamma Mia, voilà, je ferai pas de commentaires, mais vous m'avez compris. Mais du coup, quant à West Side Story, en fait, le film est vraiment bien, je dis pas le contraire, il est très beau, les acteurs sont vraiment très bons, la chorégraphie, les chorégraphies sont superbes, les chansons aussi sont très bien, l'histoire est très bien parce que finalement c'est une reprise un peu de Roméo et Juliette de Shakespeare, donc on a vraiment deux clans rivales qui vont s'affronter, dans les rues en dansant, évidemment, mais voilà, il y a voilà, mais on a du coup un couple qui va se former et que ça serait un peu un amour interdit parce que ça ne se fait pas, voyons, entre ces deux clans qui ne s'aiment pas beaucoup, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que West Side Story, ça reste quand même un classique du cinéma. C'est vrai que l'ouverture du film, je l'aime beaucoup, hein, surtout la réalisation. Mais après, c'est vrai que j'accroche pas énormément parce que, mis à part peut-être un bon scénario, je trouve que l'écriture est un peu plate par moments et un peu niais. Voilà, ça c'est un truc que j'aime pas beaucoup dans les comédies musicales, c'est quand c'est ultra niais, c'est voilà, je le fais savoir. Mais ça reste quand même un film intéressant, je l'ai quand même revu. En vrai, mon avis a un petit peu changé hein, depuis le collège, du coup quand je l'ai vu en cours de français. Mais disons que voilà, c'est pas un film que j'accroche beaucoup vraiment, même si je comprends que ça soit un classique que beaucoup l'aiment. Et je dis ça parce que il y a Spielberg qui va sortir prochainement son remake auquel je l'attends. Que si ça se trouve ça sera même meilleur que l'original, oui, j'assume mes goûts, voilà. Mais voilà, ça se trouve on verra, hein. Ça se trouve ça sera un remake honorable, très franchement on va pas cracher sur Spielberg, faut arrêter quoi, vraiment ça reste toujours un grand réalisateur, point barre, voilà. Mais voilà, donc tout ça pour dire que l'original est quand même très intéressant à voir, je ne dis pas, donc faites-vous un avis là-dessus. Moi en tout cas j'ai hâte de voir le remake, parce que Spielberg, et puis je trouve que son casting ainsi que sa photographie est encore plus alléchant et intéressant. Mais voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, je vous conseille quand même de le regarder pour vous faire un avis. Ça reste quand même un classique du cinéma. C'est sympa, c'est dansant comme c'est chantant. Voilà. Et on finit en beauté avec le coffret Mad Max, voilà, un petit coffret sympathique que j'ai eu à la FNAC, qui regroupe essentiellement les 4 films évidemment de Mad Max, mais en plus de Fury Road version noir et blanc, ça on en parle un petit peu après. Donc voilà, donc la saga mythique de George Miller, à la limite, c'est sa saga qui lui a initié au cinéma, enfin en tout cas qui a permis de débuter sa carrière de réalisateur, et donc c'est forcément une saga qui lui tient cher à cœur. Mais voilà, tout ça pour dire que les Mad Max, c'est vraiment super. Ça a permis aussi à Mel Gibson de rentrer dans le panthéon des super acteurs, en plus de réalisateurs, en plus maintenant. Donc voilà, donc Mad Max c'est vraiment une grande référence, la référence même pour moi du post-apocalyptique. Très vraiment, c'est super bien maîtrisé, c'est super cool. Voilà, le premier film, c'est vrai qu'il y a un côté moins post-apocalyptique, c'est plus une sorte d'utopie qui est en train de se construire, enfin une société qui change, je veux dire. Bien entendu, après, on va radicalement sur du post-apocalyptique. Voilà, mais le premier film, ça reste très intéressant sur le point de vue de Max et de son environnement qui l'entoure. Et le côté de l'Australie sauvage, effectivement, parce que c'est en Australie, hein, toute cette saga en tout cas. En même temps, le réalisateur est même australien, donc c'est pas étonnant.
Voilà, après Mad Max 2 le défi qui lui est vraiment dans le post-apocalyptique classique, vraiment, et très culte, évidemment, surtout sa grande séquence de poursuite de voitures, enfin voiture-camion, enfin, qui est, je trouve, encore jubilatoire encore aujourd'hui, avec son méchant qui est vraiment très culte également. Voilà, donc ça c'est vraiment une superbe suite. Mad Max 3 au-delà du dôme du tonnerre, putain, qui a été longtemps, je crois qu'il est toujours encore mal aimé, et pourtant c'est un film qui reste intéressant, je trouve. C'est pas mon préféré certes, mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un côté, je dirais un petit peu enfantin, mais dans le côté avec les enfants qui ont besoin de croire, en fait, qui ont besoin de rêver, dans un monde où ils grandissent, où il n'y a plus de société, en fait, tout simplement, et qu'ils n'ont pas connu, en fait, et donc ça devient très intéressant. Je trouve que Max qui devient un peu le nouveau Messie pour eux. Et en plus, il y a Tina Turner en méchante, ça c'est vraiment cool, hein, très clairement. En plus d'ailleurs, c'est peut-être la méchante la plus humaine dans toute la saga, donc je trouve que c'est peut-être celle qui est la plus intéressante de toute la saga, enfin, en termes de méchant, je parle évidemment. Voilà quoi, mais c'est super cool, vraiment une ambiance très atypique, et bien entendu, Mad Max Fury Road, le blockbuster d'été, le blockbuster du summum 2015, qui m'a fait jubiler sur mon siège de spectateur. Voilà, quand tu l'as vu sur grand écran au cinéma, c'est de la folie. Évidemment, le premier de Mad Max que j'ai vu au cinéma, et c'est celui qui m'a fait connaître la saga de Mad Max, comme quoi, mais que voilà, je me rappelle encore de ma séance, c'est vraiment fou ces plans, sa longue poursuite dans le désert avec justement le côté couleur, colorimétrie, enfin vraiment génial, jubilatoire, avec très peu d'effets spéciaux, et enfin c'est super, enfin il y a plein de trucs. Alors oui, c'est sûr, c'est plus Mel Gibson, c'est Tom Hardy qui remplace, mais qui fonctionne très bien, je trouve. Donc bien même dans Venom, hein. Voilà. Et le méchant, voilà, qui est le même acteur qui avait joué le méchant du premier film, donc c'est un retour aux sources, donc paix à son âme parce que cet acteur est mort malheureusement. Mais voilà, c'est vraiment de la folie, et justement George Miller va préparer un autre film Mad Max, plus un spin-off préquel sur Furiosa, voilà, donc avec Anna Taylor-Joy, je crois il me semble. Donc ça peut être très intéressant, on attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, Mad Max, c'est la référence du post-apocalyptique, voyez-y, même les 4 films. Et la version noir et blanc, Fury Road, que j'ai toujours pas vu, mais qu'on m'a dit plutôt du très bien. J'ai vu des extraits, j'avoue que c'est pas du tout dégueu, donc il faut que j'ai le temps de le voir. C'est juste que voilà, pour moi Fury Road c'est vraiment un film très puissant au niveau couleur, donc noir et blanc, faut voir ce que ça donne, mais je fais confiance, donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est bien cool, puis voilà, hein, c'est très bien Mad Max encore une fois. Voilà, j'ai plus rien à dire là-dessus, clairement. Et voilà, c'était fini, hein, ce VRAC DVD spécial sur mon lit. Ah oui, ça c'est original pour le coup, et puis c'est super relaxant, c'est détendu, tout ça. Et puis voilà, hein, vous connaissez la suite, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne, si vous voulez, vous pouvez suivre sur mon Twitter auquel je suis active, même maintenant sur Letterboxd comme sur Discord que je mettrai en lien de la vidéo. Et si on attend les 200 abonnés, je vous montre ma sextape intégrale. Ouais bon, ok, je déconne, hein, très clairement, mais voilà, hein, je trouvais que c'était assez typique, original de le faire sur mon lit. Bon, encore une fois, j'ai pas de décor définitif pour les VRAC DVD, mais bon, hein, si ça peut vous rassurer, non, je le ferai pas dans une baignoire, ni encore moins dans ma cave, je pense qu'il y a des limites quand même, voilà. Mais voilà, je trouvais que c'était assez amusant, un petit peu relax, voilà, on est cool, on est pépère, tranquille, puis c'est la fin de l'année, donc autant se reposer un petit peu, tout ça. Voilà, bon du coup, je vous laisse, hein, n'oubliez pas de voir des films, c'est quand même très bien, que ce soit au cinéma ou ailleurs, c'est le plus important. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!